à tous, soyez les bienvenus depuis l'espace Ouest France pour vos débats spéciaux élections européennes 2024. Débat co-dirigé avec mon camarade directeur départemental de Ouest France, Yann Armel. Huette, bonjour Yann Armel. Bonjour Stéphane. Merci aux deux débatteurs du jour. Grand merci à vous Gilles Penel, vous êtes le directeur général du Rassemblement national, conseiller régional, chef de file du RN en Bretagne. Candidat en position éligible sur la liste menée par Jordan Bardella aux élections européennes. Il semblerait. Bonjour. Se pourrait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et bonjour Frédéric Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes député de la France Insoumise de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, cadre de la fonction publique au ministère des Armées, spécialisé dans le contrôle des marchés publics d'armement et membre à l'Assemblée de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Voilà, il n'y a pas de hasard. Bonjour. Les différents thèmes, défense, environnement, agriculture, immigration. Et tout de suite, la première question que vous posez, Yann Armel, Huette, question politique. Donc, avant toute chose, Gilles Penel, où en est l'élaboration de votre liste? Alors, vous dites que vous êtes en position éligible sur la liste. À quelle place? Et si vous êtes élu député européen, est-ce que vous resterez conseiller régional? Alors, c'est vous qui dites que je suis en position éligible, parce que justement, la liste n'est absolument pas publiée. Non, c'est pas vrai. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Jordan Bardella a révélé pour l'instant trois noms, et il faudra encore être patient pour cela. Je suis candidat à la candidature sur une liste qui a un dynamisme extraordinaire, puisque Jordan Bardella, aujourd'hui, fait la course en tête, on le sait, entre 30 et 33% des voix, pour bien évidemment faire deux choses. La première chose, c'est constituer un grand groupe au Parlement européen pour changer cette Europe qui fait mourir nos agriculteurs, nos pêcheurs, qui fait mourir notre souveraineté. Et deuxièmement, pour donner une fessée électorale à M. Macron et à ceux qui le soutiennent, parce que cette élection européenne du 9 juin va être aussi une élection de mi-mandat. Et elle va être aussi le référendum sur l'immigration, contre l'immigration que nous réclamons et que M. Macron ne veut pas organiser. Alors, ce n'est pas une élection européenne, c'est le premier tour de l'élection présidentielle de 2027, a déclaré Jean-Luc Mélenchon lors du lancement de la campagne de votre tête de liste, Manon Aubry. Est-ce que d'entrée de jeu, vous ne vous trompez pas d'élection ? La question, en fait, finalement, c'est moins celle, à mon sens, en tout cas, c'est moins celle de moins la question purement institutionnelle que la question politique. On arrive en effet à 2 ans de mandature, de la seconde mandature d'Emmanuel Macron, avec une majorité de briques et de broc, majorité minoritaire au demeurant. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de bien pousser un certain nombre de débats, mais qui forcément concernent l'Europe, mais pas uniquement l'Europe. Et c'est dans ce sens-là, on ne va pas être naïf non plus le 9 juin au soir. On sait très bien que la façon dont les résultats seront commentés, analysés. Allez, on va passer 3 minutes sur l'Europe, la constitution des groupes au Parlement européen, et puis une fois que ce sera fait, tout le monde s'en fichera et tout le monde traduira ces résultats-là dans l'espace politique français et en essayant d'aller vers 2027. Donc finalement, le fait de dire les choses comme ça le mérite de la clarté, parce que vous verrez le 9 juin, et je serai ravi de venir sur votre plateau si vous m'invitez, on parlera surtout politique nationale après avoir parlé vite fait résultats européens et tout le monde se projettera dans l'après. Donc oui, je pense qu'il faut tomber les masques tout de suite et dire qu'il y a un fort enjeu national autour de cette élection, bien entendu. Un thème très important pour cette campagne, avec notamment la guerre en Ukraine. Gilles Penel, vous êtes contre une armée européenne au nom de la souveraineté nationale. Donc si demain un conflit existe en Europe, si l'Europe par exemple est attaquée, comment ça se passe? C'est chacun pour soi? Non mais attendez, nous sommes surtout inquiets des déclarations de M. Macron. D'ailleurs, qui est tout seul sur la scène européenne et mondiale à faire ces déclarations de va-t-en-guerre, ça fait peur aux Français, ça fait peur à la France. Donc nous sommes effectivement pour que la France joue un rôle essentiel pour rétablir la paix. C'est-à-dire que le rôle d'une grande puissance aujourd'hui comme la France, si elle l'est encore avec M. Macron, on peut en douter malheureusement, c'est justement de mettre les Russes et les Ukrainiens autour d'une table pour qu'on négocie un traité de paix. Il faut mettre fin à cette guerre. Cette guerre, elle fait des morts et des milliers de morts toutes les semaines. Et donc, nous, bien évidemment, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous sommes contre une armée européenne, parce que s'il y avait une armée européenne, une diplomatie européenne, je pense qu'aujourd'hui, Mme von der Leyen aurait déclaré la guerre. Elle aurait envoyé des troupes sur ce front, et c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que nous sommes attachés à la souveraineté militaire française et bien évidemment à la souveraineté de notre force de dissuasion nucléaire. Il est hors de question de la partager avec des Allemands, par exemple, qui serviraient avant tout les
intérêts allemands et pas français. Mais soutien à Kiev aujourd'hui. Oui, nous avons soutenu Kiev, mais cependant, nous sommes contre une intervention militaire de l'armée française. Alors, pour clarifier vos positions, Frédéric Mathieu, parce que là-dessus, vous semblez assez d'accord tous les deux. Votre parti, lui, s'est également opposé à une Europe de la défense, affirmant lui aussi vouloir rétablir notre souveraineté militaire. Donc, vous êtes d'accord là, le RN et les FI s'accordent ? Honnêtement, aujourd'hui, quand on entend des personnes, et méfiez-vous de ces personnes qui vous parlent d'Europe de la défense et ne vous parlent jamais de politique étrangère. Qui vous parlent d'industrie, d'armement, vaguement de coopération, mais ne vous parlent jamais de politique étrangère. La défense, c'est déjà le socle d'assises de la défense, c'est un socle de souveraineté. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, puisqu'on parle de la défense dans le cadre, par exemple, de la guerre en Ukraine, la question, c'est quel est l'instrument ? La défense est un instrument, là, au service d'une politique étrangère. Elle est où, la politique étrangère européenne ? Elle n'existe pas. Donc on ne va pas se mettre à réfléchir. La première des choses, c'est de commencer à réfléchir déjà sur une politique étrangère et de diplomatie. Or, elle n'existe pas. Est-ce qu'il est souhaitable qu'elle existe ? J'en sais rien. Il y a quelques principes qui ont été arrêtés autour d'une politique étrangère et de sécurité commune. Oui, mais enfin, des principes bateaux, quand tout va bien, c'est joli, ça décore. Mais en temps de crise, on voit bien que c'est totalement inopérant. Il y a quand même un fonds de défense européenne de près de 8 milliards d'euros. Oui, c'est un fonds. Oui, mais c'est un fonds dans tous les sens du terme, si vous voulez. Excusez-moi, pardon, Monsieur Penel. Mais c'est un fonds dans tous les sens du terme. 8 milliards d'euros, vous rigolez. Enfin, c'est de l'argent de poche. 8 milliards d'euros, c'est de l'argent de poche. Face aux crises et à la montée en intensité des conflits, à un monde multipolaire, avec une très grande conflictualité qui est en train de monter, entre les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, les Russes au milieu, qui nous attaquent d'ailleurs via des cyberattaques, 8 milliards d'euros. Oui, bon, bah on voit où est la volonté. Alors, si l'Europe est attaquée, nous ne viendrons pas vous aider. Ça, c'est les propos de Donald Trump qu'il a tenus à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et vous savez bien que lorsqu'on examine les rapports de force dans le monde, la taille pertinente, c'est celle du continent pour défendre ses intérêts. Donc vous croyez vraiment que la France peut s'en sortir seule ? Non mais attendez, je reviens à ce que je vous ai dit. Je pense qu'il faut aujourd'hui tout faire pour rétablir la paix et sortir de cette logique de guerre. Moi, je constate, puisqu'on parle défense, que tous les gens, toutes les formations politiques, y compris les macronistes, les socialistes et les sarkozystes, ont réduit le budget de la défense de la France. On fait que notre armée française aujourd'hui, qui était si puissante, est incapable d'affronter un conflit majeur pendant plus d'une semaine. Tous les experts le disent. Et on joue les va-t-en-guerre. Mais le rôle de la France aujourd'hui et de d'autres puissances, c'est de trouver une solution pour qu'on aille vers un cessez-le-feu, qu'on aille vers un traité de paix entre les Russes et les Ukrainiens, mais c'est certainement pas, je le répète, de jouer les va-t-en-guerre. Monsieur Macron est irresponsable. Je le dis clairement, irresponsable. Il fait peur aux Français. Je voyais ce matin, je discutais avec une personne âgée qui me dit « mais on va pas recommencer, Monsieur Penel ». Je dis « oui, Monsieur Macron veut recommencer ». Alors, soit c'est de l'irresponsabilité, de l'incompétence. Je crains qu'avec Monsieur Macron, ça soit les deux. Une dernière question sur la défense avec vous, Frédéric Mathieu. La France est passée au niveau urgence attentat. C'est le plus haut degré du plan Vigipirate. La Russie est en guerre avec l'Ukraine. La guerre en Israël avec le Hamas, ça n'en finit pas avec des milliers de morts. Le monde est véritablement instable. Mais selon Jean-Luc Mélenchon, la France n'est pas menacée. Vous répondez quoi ? Il aurait fallu inviter Jean-Luc Mélenchon si à chaque fois vous me... Mais bon. Alors, la France n'est pas menacée, elle n'est pas menacée directement, même si, en tout cas, elle n'est pas menacée directement par des puissances étrangères, modulo, en effet, les attaques russes que, vraisemblablement, il y a 2-3 semaines, on a eu des attaques informatiques assez importantes sur des ministères. Vraisemblablement, ça vient de chez les Russes, mais il faudra éclaircir ça. Il y a un bouquin intéressant qui vient de sortir sur la question, d'ailleurs, sur ce qui s'est passé les années précédentes. Moi, je pense qu'il ne faut pas baisser la garde, par contre, vis-à-vis du terrorisme. Et quelle que soit la source du terrorisme, on parle beaucoup de terrorisme islamiste dans notre pays, on a raison, on a été très durement touché par le terrorisme islamiste. Mais on parle aussi beaucoup moins du terrorisme d'extrême droite, oui, ça, avec des développements qui sont vous tout à fait... les islamistes. Alors vous avez besoin, non, monsieur, je ne soutiens pas les islamistes. Vous soutenez les islamistes, vous avez besoin de créer un contre-feu qui n'existe pas. Qu'est-ce qui vous permet de dire que je soutiens les islamistes ? Quand votre mouvement, par exemple, en 2019,
tous vos dirigeants actuels vont défiler avec l'imam de Brest dans cette manifestation soi-disant contre l'islamophobie avec le CCIF qui a été dissous par le gouvernement, vous soutenez l'islamisme. Quand on écoute vos déclarations quand on défile avec des musulmans qui ont été victimes d'un attentat par un de vos militants d'ailleurs, qui a mitraillé une mosquée à Bordeaux, c'était suite à ça cette manifestation. Vous êtes aujourd'hui la cinquième colonne de l'islamisme en France. Non, mais c'est juste expression de votre racisme, Monsieur Penel. Vous êtes la cinquième colonne de l'islamisme en France. C'est juste expression de votre racisme, Monsieur Penel. Et si vous vous intéressiez, moi je vous conseille quand vous venez en débat avec quelqu'un, contre quelqu'un, de vous intéresser à son activité. Si vous vous intéressez un petit peu à ce que je fais, cher monsieur, si vous vous intéressez un petit peu à ce que je fais, vous verriez que les dernières interventions que j'ai faites en commission, c'est justement pour soutenir nos alliés kurdes en Syrie qui ont été la première ligne de défense contre Daesh. Mais condamnez-vous le Hamas. Condamnez-vous le Hamas. Non, j'ai rien entendu chez vous. Vous n'avez pas dit que le Hamas était une association terroriste. Ah mais moi j'ai aucun problème à qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Ah ben il va falloir le noter. Je suis désolé. Il y a une scission à la France insoumise. Je suis désolé pour vous. Moi je suis. Vos dirigeants le font pas. Mais vous savez bien. Écoutez, Monsieur Penel. Vous savez bien. Vous êtes content, vous avez votre petit hochet. Moi non, je vais vous expliquer un truc. Et par contre, c'est la menace contre les Français. Vous êtes directeur général du Rassemblement national. Oui. Donc vous pouvez sans doute me renseigner à bon escient sur la ligne politique défendue par le Rassemblement national à la Commission de la Défense, à la Commission de la Défense et des Forces armées. Oui. Moi, quand je demande à la Macronie d'arrêter d'exporter des armements à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar qui est le soutien du Hamas, la Macronie se marre et vos députés se marrent avec. Pourquoi? Non, nos députés ne se marrent pas du tout. Ils se marrent avec. Ils font exactement la même chose. Ils disent il ne faut pas toucher à notre industrie de défense, il faut faire entrer du pognon. Donc vous, quand il faut faire du business avec les islamistes, il n'y a jamais aucun problème. Vous faites du business avec le Qatar. Nous ne faisons aucun business. Vous êtes la cinquième colonne de l'islamisme en France. Je ne vous ai pas entendu parler. Et ça vous dérange que je vous le dise? Non, absolument pas, monsieur. Je vous le redis. Mais moi, vous êtes le soutien de l'islamisme en France. Mais non, absolument pas. Mais là encore, c'est l'expression de votre racisme. Parce que vous courtisez un électorat qui est tenté par l'islam radical. Vous le savez très bien. Mais c'est n'importe quoi. Écoutez, atterrissez 2 secondes. Vous inquiétez pas, je suis bien assis. Je suis un méchant gauchiste. Je suis pour vous la êtes liberté. Un islamo-gauchiste. Vous êtes. On en rediscutera tout à l'heure. Si oui, islamo-gauchiste. Non, mais j'aime bien cette expression qui est issue du régime de Vichy, qui est votre tendresse. Ça, c'était judéo-bolchevique à l'époque. Maintenant, vous faites islamo-gauchisme. C'est bien. Vous êtes raccord avec votre histoire. C'est très bien. Vous croyez vraiment que des extrémistes religieux soutiennent un type comme moi qui est pour la liberté des femmes à disposer de leur corps. Avec des imams radicaux en 2019 non mais écoutez ce que je suis en train de vous dire. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Quand vous défiliez contre le mariage pour tous, vous étiez avec des islamistes radicaux, des juifs orthodoxes et des intégristes catholiques. De quoi vous êtes en train de me parler, M. Penel? Vous êtes en train de vous purifier, là, c'est ça? Je ne me purifie pas. C'est quoi? Vous êtes en train de refaire une histoire? Attendez. Permettez-moi, je répète. Vous étiez où durant la Vos dirigeants, vous défilez avec vos dirigeants défilent avec les islams radicaux. Non. Bon, ça c'est une chose. Non. Vous refusez de condamner le Hamas, qui a procédé à des crimes immenses. Vous défendez hier à Lille, vous défendez un leader de la CGT qui est poursuivi par la justice pour apologie du terrorisme. Vos dirigeants ont été le soutenir hier, Monsieur Mélenchon, alors qu'il est poursuivi par la justice pour apologie du terrorisme. On voit bien votre tropisme au Mais non, c'est pas mon tropisme, c'est les faits, c'est factuel. Je peux en placer une, monsieur. C'est factuel. Franchement, Chenu est plus poli que vous. Votre vice-président. On voit bien là, votre tropisme anti-travailleur et anti-syndical. Tout de suite, la CGT. La CGT sont la CGT, ce monsieur, d'après ce que j'ai vu, visiblement pas tout le monde, oui, parce que vous n'êtes pas les ouvriers votent RN, les employés votent RN, vous le savez très bien. Si vous voulez, mais les immigrés naturalisés votent la France insoumise. Un peu plus. Essayez de tenir juste le fil. Une nouvelle question, Yann Arver. Non, mais attendez. Non, mais parce que c'est grave sur cette question-là. Le syndicat CGT qui est concerné a fait un tract pour soutenir l'arrêt du génocide à Gaza. Et tout de suite, vous parlez d'un génocide à Gaza. 30 000 personnes, monsieur. Mais 30 000 personnes. C'est très grave votre propos 30 000 personnes, monsieur. Vous assumez? Vous dites qu'Israël fait un génocide? Mais bien sûr. Mais bien évidemment. On a bien compris de quel côté vous étiez. Mais moi, je suis du côté de la paix, monsieur. Je suis du côté de l'humanisme. Vous, que des juifs et des arabes s'entretuent, je sais, ça vous fait plaisir, mais pas moi. Non, mais vous êtes en plein délire, j'espère. Moi, je soutiens la volonté d'Israël de détruire le Hamas. Pas vous. Là, pour l'instant, on est en train de détruire un peuple et, en l'occurrence, malheureusement, le gouvernement... et les civils israéliens massacrés. Et les civils israéliens massacrés, vous n'avez pas eu un mot pour eux. Pas un mot.
Monsieur, voilà, le 7 octobre, pas un mot. Je l'ai écrit, allez voir sur mon Pas site, un allez mot. voir ce que j'ai écrit. Votre dans les parti jours, dans n'a les pas jours. dit Ça un vous mot. embête de. Pas un Vous mot. voulez pas débattre avec moi? Mais si je débat, je allez vous débattre rappelle vos vérités. allez débattre avec Mélenchon si vous préférez débattre avec Mélenchon, mais si Mais vous débattez pas du avec tout. moi, ne me prenez pas à partie en disant des choses qui sont attendez, fausses vous pouvez en ce qui pas- concerne, s'il vous plaît. ma ligne politique On va et en ce qui poursuivre. concerne ce que j'ai pu dire, ce que Allez. j'ai pu faire. Désolé, vous êtes avec Frédéric Mathieu. Si vous voulez pas ce débat, il fallait pas venir. Moi, en tout cas, je refuse jamais le débat avec qui que ce soit. En tout cas, vous êtes Avançons tous les dans le deux débat, l'un avançons dans le face à débat. l'autre. Un député de la France Et alors, Insoumise. S'il vous plaît, que je Yann puisse Armel, avoir une ligne politique, Frédéric que j'ai Mathieu, qui est humaniste. Frédéric Mathieu, Gilles Penel. qui est On va humaniste. avancer. On va avancer Yann dans le Armel. débat, Ce qui on est va pas parler votre cas. agriculture et économie. Alors, vous êtes, Gilles Penel, pour sortir des accords de libre-échange, mais Jordan Bardella, votre tête de liste, a voté pour la nouvelle politique agricole commune, alors même qu'il soutenait auparavant que, je cite, « Bruxelles livre nos agriculteurs à une concurrence déloyale insoutenable ». Alors, elle est où la logique? Non, mais attendez, il ne faut pas confondre la politique agricole commune et les traités de libre-échange qui sont signés après par l'Union européenne. Attendez, là, je ne vais pas faire de la pédagogie, mais ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Nous sommes, nous, opposés à tous les traités de libre-échange qui concernent le volet agricole, pour les raisons que nous connaissons, qui sont les mêmes que les agriculteurs, qui sont les mêmes qui ont été exprimées dans la crise de colère légitime de nos agriculteurs, parce qu'on importe chez nous sans droit de douane, sans demander l'avis d'ailleurs de la souveraineté nationale et populaire française, des produits qui ne sont pas de qualité, et nos agriculteurs, nos pêcheurs, mais aussi nos industriels en meurent. Par contre, nous avons effectivement voté la politique agricole commune. Mais nous n'avons pas voté ces crédits. Nous avons voté la politique agricole commune pour une raison. C'est parce que la nouvelle politique agricole commune, celle qui est en vigueur actuellement, elle est renationalisée. C'est-à-dire elle donne à l'État français un pouvoir qu'il n'avait plus. Et puis, vous savez, quand vous allez dans les campagnes aujourd'hui, avec la misère provoquée par cette Union européenne, eh bien, s'il n'y avait pas aujourd'hui la politique agricole commune, ce serait la faillite complète. Alors, nous voulons la réformer, cette politique agricole commune. Je fais la même chose quand je suis au Conseil régional. Je critique souvent la politique agricole de l'exécutif régional, mais nous votons quand même les aides, parce que ces aides sont indispensables. Mais nous sommes, comme les paysans le disent aujourd'hui, nous voulons maintenant des prix et non pas des aides. Et il faut aller vers ça. Donc il n'y a aucune contradiction. L'Europe distribue 9 milliards d'euros par an aux 400 000 exploitations agricoles françaises. Oui, c'est pas rien. je vous signale que la France verse plus au budget de l'Union européenne avec un différentiel de 8 milliards qu'elle reçoit, pas comprise. Donc cet argent qui nous revient, eh bien, on est d'accord parce qu'il est surtout de l'argent qui est sorti de la poche des contribuables français. Frédéric Mathieu. Moi, je suis atterré. Excusez-moi, je suis atterré parce que ce que je viens d'entendre, mais c'est classique avec le Rassemblement national. On est sur un plateau. Localement, on entend un des principaux dirigeants du Rassemblement national qui est en train de dire nous, on vote pas les accords de libre-échange. Pourtant, les députés RN à l'Union européenne, au Parlement européen, ont voté pour l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Non, voilà. Pas les députés RN. On arrive sur l'Assemblée, sur l'Assemblée nationale. Mais nous proposons menteur, des prix planchers. menteur, Nous proposons des menteur. Nous proposons des prix. Menteur. Non, vous êtes un on a menteur. proposé des prix planchers. Oui, vous êtes un menteur sur le traité de libre-échange de la Nouvelle-Zélande. Vous êtes un menteur. Et enfin, un député qui ment, remarquez, la France insoumise, il y en a beaucoup. Vous avez voté pour. Mais écoutez, non. vous êtes pour ça. Vous êtes pour le libre-échange. Vous êtes contre la dégressivité des aides à la PAC. C'est-à-dire que vous êtes toujours pour aider les plus gros et de laisser les plus petits derrière. En ce qui concerne les prix planchers qui peuvent aider nos agriculteurs, je pense de manière assez intense. Le Rassemblement national, nous proposons dans notre niche parlementaire de voter des prix planchers qui permettent d'assurer un revenu digne aux agriculteurs. Le Rassemblement national vote contre. Bardella se ramène au salon de l'agriculture. Il est mis en difficulté. Tout d'un coup, il est pour les prix planchers. En difficulté sur l'agriculture, j'étais avec lui. Je veux dire, c'était un triomphe. En tout cas, sur le fond, monsieur, mais votre triomphe, mais je pas sais du rien. tout. Moi, ce que j'ai entendu, voyez... c'est une absence totale Mais de non. ligne. Vous êtes contre les prix planchers lorsque nous les proposons à l'Assemblée nationale. Quand vous êtes face à la réalité, globalement, vous êtes pour. Alors, c'est quoi votre ligne là-dessus? C'est quoi votre ligne? Vous êtes pour ou contre les prix planchers? Alors, attendez. Vous êtes pour ou contre la revenu digne pour les agriculteurs? Nous sommes contre, écoutez-moi bien, nous sommes contre une soviétisation de l'agriculture française. Voilà. Ça vous va bien, la soviétisation, c'est votre héritage, j'en conviens. D'accord. Nous sommes pour que les agriculteurs... Donc vous êtes contre toute intervention de l'État? Non, mais attendez, non, arrêtez. Donc c'est la main invisible du marché qui met... Non, c'est la main invisible du marché qui doit mettre des baffes dans la tête des agriculteurs tous les jours avec vous, c'est ça? Nous n'avons pas nos amis par ici, vous vous trompez d'interlocuteur. C'est Vous m'avez bizarre. posé une question, j'y réponds. C'est bizarre la façon dont vous maniez le langage anti-système, en même temps vous êtes tellement dans le système. Alors, Tout de vous, on suite, sait... Alors, tout de suite, attendez, c'est la loi du plus fort.
vous aimez ça. La sécurité sociale, vous n'aimez pas ça. Le code du travail, ça vous fait vomir. Mais bon, tout ça, c'est la soviétisation du système. Je peux vous répondre tranquillement. Allez-y, tranquillement. Dans quel camp vous tranquillement. Êtes. Je vais vous dire dans quel camp vous êtes. Oui, allez-y. Allez-y, dites-moi. Vous êtes dans le camp des anti-républicains aujourd'hui. Vous êtes discrédité sur ce sujet. Vous avez même démontré d'ailleurs par votre cirque Barnum dans la tenue de vos députés à l'Assemblée nationale que vous ne respectiez même pas, respectiez même pas le lieu où vous êtes, où vous siégez. Vous soutenez l'islamisme. Qui a crié retourne en Afrique républicain. Qui a crié retourne en Afrique dans l'hémicycle de la République, bateau, cher monsieur. On parlait d'un bateau. Mais écoutez, mais vous êtes d'une mauvaise foi incroyable. Laissez-vous. Dès que vous êtes sorti, vous avez fait rectifier. Incroyable, pas du tout. Vous voulez que je vous dise ? Pas du tout. Vous êtes pour l'immigration, le PV, le PV. Pas du tout. Ça fait 2 fois que vous mentez. Ça vous arrive souvent ? Vous êtes mal à l'aise avec le racisme ? Ça fait 2 fois que vous mentez. Vous êtes mal à l'aise avec le racisme ? Mais non, mais attendez, vous soutenez les racistes. Vous soutenez les racistes anti-français. Hurler dans l'Assemblée nationale. Vous soutenez les racistes anti-français, vous. Ça, c'est grave. C'est n'importe quoi. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on vous entende très rapidement, parce qu'il nous reste. Vous parlez d'agriculture, mais monsieur n'est pas très à l'aise sur le dossier agricole. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'électeurs chez les paysans. Ça a dérapé quand j'ai mis en évidence vos mensonges. S'il vous plaît, il faut envisager quand même l'environnement et le climat. C'est une des donnes aussi importantes de cette élection européenne du 9 juin prochain, avec le Green Deal ou le fameux pacte vert. Cette mandature qui se referme, mandature européenne, devait être celle de la transition bas carbone. Lorsque l'on regarde les chiffres, chaque année, on observe quasiment 300 000 personnes qui meurent prématurément dans l'Union européenne de la pollution de l'air. Alors une question pour vous d'abord, Frédéric Mathieu, et Gilles Pénel ensuite. L'Europe fait-elle assez en matière d'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique ? Sur le chiffre terrible que vous venez de citer, j'ai envie de rajouter, si vous le permettez déjà, et encore, on exporte notre bilan carbone en Chine. Enfin, ça, faut l'avoir en tête quand même. C'est-à-dire que on est en train de se targuer, d'essayer. Alors, j'entends la Macronie le dire beaucoup à l'Assemblée nationale, de dire, bah voilà, on est les plus verts de verts, mais n'empêche qu'on exporte notre bilan carbone via la production qu'on fait en Chine et qu'on importe ici, on exporte notre bilan carbone. Donc moi, à mon avis, la première des questions qu'il faut poser, c'est faut-il réindustrialiser le continent européen ? Je pense que oui. Et comment ? Je ne pense pas qu'il faille réindustrialiser le continent européen pour, excusez-moi de l'expression, mais fabriquer des cochonneries qui servent à rien. Donc se pose la question derrière de la sobriété de nos modes de vie, de la sobriété aussi de la consommation et d'aller peut-être vers des choses qui sont plus durables et qui sont moins périssables, puisqu'on est quand même dans un système où on nous pousse à acheter, à consommer, mais une fois qu'on a cassé le jouet, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça va à la poubelle, ça va à la décharge, ça fait quoi ? Donc là, la vraie question, pour moi, elle est là, et l'Union européenne, elle doit être présente là, sur cette question-là. Gilles Pénel, pareil, oui. Alors, en rappelant que le RN a voté contre l'interdiction des ventes de voitures neuves équipées de moteurs thermiques en 2035, et en rappelant aussi que votre parti s'est abstenu lors du vote de la taxe carbone aux frontières. Alors, vous parlez Green Deal et sa déclinaison agricole de la ferme à la fourchette. Ces textes qui sont votés au Parlement européen sont des textes à 100% d'écologie punitive. Ils prônent la décroissance. Ils prônent la décroissance agricole, ce qui est une aberration totale, alors qu'un des grands défis de demain va être le défi alimentaire, avec une population mondiale qui augmente. On nous demande de baisser notre production agricole, on nous demande de baisser notre production industrielle, et bien évidemment, les députés européens du RN, je précise du RN, parce que vous semblez très méconnaître comment fonctionne un groupe au Parlement européen, où vous avez des délégations qui votent parfois différemment. Je parle des députés européens du RN qui ont voté contre le Green Deal et contre la ferme à la fourchette. Moi, j'ai bien vérifié, les députés de la France insoumise ont voté le Green Deal et votent le programme de la ferme à la fourchette, qui pénalise nos agriculteurs, qui leur impose une écologie punitive scandaleuse et qui, surtout, au moment où la population mondiale a besoin de manger, nous impose de baisser notre production. Alors là-dessus, je pense qu'il faut complètement changer de politique européenne, bien évidemment, soutenue par les gens de la Macronie et Mme van der Leyen qui sont en train de détruire notre agriculture, détruire notre pêche, détruire notre industrie. C'est aussi l'enjeu des élections européennes, c'est de changer ces orientations qui sont mortifères. Frédéric Mathieu.
Il nous reste 1 minute 30. Oui, et sur l'agriculture, ça va être compliqué en 1 minute 30, mais la question, évidemment, il ne faut pas faire de décroissance sur l'agriculture. Par contre, il faut produire différemment. On sait qu'on produit beaucoup trop de viande. Clairement. On produit trop de viande et la viande est très coûteuse en termes environnementaux. On produit trop de viande au regard des ressources environnementales qu'on a. On produit trop de viande au regard d'une consommation aussi qui est bonne pour la santé ou mauvaise pour la santé. C'est-à-dire que trop manger de viande, on sait maintenant que c'est pas bon. Bon, est-ce qu'on peut aussi réfléchir à un moment, et on doit réfléchir à un moment, au changement de nos modes de consommation et de nos modes de vie, qui soient plus en adéquation et avec les ressources, parce qu'on vit quand même dans un monde limité. C'est dur à accepter pour un certain nombre de personnes, mais c'est le cas. Et aussi avec tous les enjeux de santé publique qu'il y a autour d'une alimentation de qualité. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'une production à très grande échelle de viande, ça représente une alimentation de qualité. C'est pas vrai. Et on arrive vraiment au terme de ce débat. Une toute dernière question, mais 5 secondes chacun. Faut-il plus ou moins d'Europe à partir du 9 juin prochain? Gilles Penel? Alors il faut une autre Europe, une autre organisation européenne, pas celle de M. Macron, pas celle de Mme von der Leyen. Et j'en profite pour dire, je souhaite une bonne fête de Pâques à tout le monde, où on pourra manger du gigot d'agneau ou de l'agneau si on le peut. Faut une Europe qui soit protectrice des droits sociaux, qui soit protectrice de l'environnement et qui finalement soit un espace de progrès humain. L'Europe du marché, c'est mort. Il va falloir arrêter ça, c'est un vrai massacre. Merci Frédéric Mathieu, merci Gilles Penel et merci à vous Yann Armel-Lehette. Merci Stéphane. Merci, on se retrouve très vite. D'autres débats avec en toile de mire évidemment et en ligne de mire ces élections européennes du 9 juin prochain. Merci à toutes et à tous.